il est très important que cela soit su. Les cicatrices liées à des violences policières qui n'étaient pas exceptionnelles. J'ai vu des corps qui ont été traversés par des balles. J'ai vu ces blessures dont on m'avait fait transmettre des photographies, des preuves documentaires qui ont été adressées à Cour pénale internationale et aux juridictions françaises. Dans des conditions inhumaines, inimaginables, dans lesquelles des individus ne peuvent se déplacer faute d'espace pour aller uriner, sont obligés de faire leurs besoins sur place, souillent et entachent ceux qui sont à leur côté et restent pendant des heures dans cette position sans pouvoir s'allonger, s'écarter ou tout simplement circuler. Cette situation, elle est le fruit direct des choix politiques qui ont été faits par le régime actuel. Parce que cette surpopulation carcérale massive, on parle, encore une fois, je répète, d'une prison construite pour 600 détenus qui en accueille 3000. 3000. Cette situation, elle est le fruit du choix d'une répression féroce, massive, utilisant la justice pour éliminer les adversaires politiques. Les adversaires politiques à toutes les échelles. Il y avait à mes côtés des individus qui ont été placés en détention provisoire par des magistrats sur ordre direct du président de la République, parce qu'ils s'étaient sentis offensés d'une comparaison qu'ils avaient pu faire sur un post sur Facebook. C'est important de l'entendre. Ces hommes, c'est des pères de famille, cet homme en particulier, Mohamed Bilal Diop, est placé en détention provisoire, sans jugement, depuis plus de 4 mois. Pas de casier judiciaire, maire d'une commune. Il continue d'ailleurs à exercer depuis la prison de son mandat, comme il le peut. Et donc je veux encore une fois que ces mots traversent les murs de ces prisons et les fassent rugir. Eux qui sont détenus dans une situation où ils pourraient se croire oubliés, sans espoir, ou abandonnés par des personnes qui, l'ayant traversé éphémèrement comme c'est mon cas, en seraient sortis et préféreraient tourner la page et ne plus jamais les regarder. C'est l'inverse qui va se produire. Ils ont commis l'erreur fondamentale de me faire voir ce qui ne saurait être vu, parce qu'encore une fois, même mes confrères n'ont pas accès aux chambres de détention, ils sont évidemment retenus au niveau des parloirs, donc ils entendent ce que leur dit leur client. Mais moi je me suis retrouvé au milieu de ces personnes, de leurs espoirs, de leurs craintes et de leurs inquiétudes, et c'est ce qui m'a amené à demander à Ousmane Sonko d'arrêter sa garde à vue, sa grève de la faim, parce qu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de cet espoir qu'il représente. Parce que cet espoir, c'est tout simplement celui de retrouver une vie normale. De sortir de cet enfer. Il faut aussi que les personnes qui se rendent au Sénégal pour faire du tourisme, pour retrouver les leurs, aient conscience qu'à quelques pas de là, sur la corniche de Dakar, au centre de la capitale, des milliers d'êtres humains sont entassés comme de la volaille. Parce qu'ils ont osé penser, lutter, militer. Est-ce que vous pouvez quand même nous préciser, parce que c'est important pour l'avenir, les conditions auxquelles votre contrôle judiciaire sont assortis exactement? Pour des raisons diverses, je préfère ne pas parler du fond de cette affaire, qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une à mon sens, et qui n'est qu'une pièce dans le rapport de force politique qu'a tenté de mettre en œuvre le régime à l'égard de son principal opposant. Et donc, commenter le fond de cette affaire, ce serait rentrer dans le piège de cette dialectique. C'est de la même façon, pour cette même raison, que je ne rentre pas dans les arguties juridiques qui touchent la situation judiciaire d'Ousmane Sonko. Nous avons tous conscience aujourd'hui que cette situation judiciaire est directement le fruit de son engagement politique. Et d'ailleurs, quelque part, heureusement qu'il est enfin poursuivi politiquement, de façon assumée, après des années passées à le salir, à tenter de le dégrader. Le pouvoir a enfin assumé la nature politique des poursuites qu'il subissait. Aujourd'hui, M. Sonko, il n'y a pas besoin de
supputer à cet égard, c'est assumé par le pouvoir et poursuivi pour des raisons politiques. Donc, les infractions pour lesquelles il est placé en détention provisoire sont politiques par nature, atteinte à la sûreté de l'État et ainsi de suite. Et donc nous pouvons enfin discuter honnêtement de la situation de M. Sonko sans nous perdre dans les questions relatives en effet à la diffamation, aux conditions de... Enfin, le vrai débat se pose. Est-ce qu'il est normal, acceptable, est-ce que nous souhaitons qu'il soit possible de faire arrêter un opposant politique parce qu'il est un opposant politique? C'est aussi simple que ça aujourd'hui la question qui se pose. Est-ce que le fait d'avoir des mots consistant à résister à des injustices et à proposer des réformes fondamentales de ce pays peuvent suffire à amener à se retrouver privé de ses droits et emprisonné? M. Sonko a souhaité que je vous rappelle, c'est un point important, que tout cela commence par sa radiation quand même. C'est-à-dire que M. Sonko devient un acteur politique de son pays parce qu'il dénonce les faits de corruption et qu'il est radié de la fonction publique. C'est-à-dire que tout commence par une persécution. Tout commence par un engagement de sa part dans une forme de vérité et de défense des intérêts populaires qui, à l'époque, était désintéressé au sens politique du terme. Il ne cherchait pas à se faire élire, il dénonce quelque chose, il est radié de la fonction publique, et au lieu de se taire, de s'écraser, il prend à la volée le problème et il décide de s'engager. C'est très bien. Et bien, maintenant, aujourd'hui, on en arrive à la situation qui fait qu'on cherche à le faire payer par des peines qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité, cet engagement-là. Ça, c'est important aussi qu'on le sache, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que plus vous accroissez le coût de l'engagement politique dans une société, moins sa vitalité démocratique est possible, pas seulement à l'égard de la personne que vous sanctionnez, mais à l'égard de tous les autres qui se sentent intimidés. Ça, c'est important. Que quoi que vous pensiez des positions d'Ousmane Sonko, vous êtes en train de détruire l'édifice démocratique d'un pays en acceptant sa persécution. Et le deuxième point, c'est tout simplement que c'est moralement peu acceptable, en fait, de se retrouver dans une situation comme celle-ci où le pouvoir utilise des instruments qui sont faits pour défendre l'intérêt général, les intérêts d'une population, pour se maintenir au pouvoir et procéder à la défense de ses intérêts. Donc, dans ces circonstances, le défendre, encore une fois, c'est bien au-delà de ce que l'on peut penser de l'individu ou pas, c'est tout simplement s'engager pour des principes qui me semblent assez fondamentaux et qui, encore une fois, ont une résonance directe avec des luttes qui sont menées, y compris dans ce pays, et qui affectent aussi, par ailleurs, d'un point de vue de la raison d'État, les intérêts profonds de ce pays. Maître, nous savons tous qu'un serial killer, un pédophile, même un nazi qu'on aurait attrapé aurait droit à une défense. Aujourd'hui, même les avocats sénégalais n'ont pas accès à Ousmane Sonko. Vous pensez personnellement, est-ce que c'est par rapport à la plainte de la CPI ou votre premier tweet que cette animosité est excessive? Ousmane Sonko m'a appris à ne pas spéculer sur les intentions de l'adversaire. C'est quelque chose qu'il me dit à chaque fois qu'on échange. Il me dit pourquoi ils font ça. Si on commence à se perdre dans des spéculations, ils ont déjà gagné. C'est-à-dire qu'on devient prisonnier d'hypothèses qui peuvent être vérifiées ou pas. Donc en fait, qu'importe le pourquoi, ils l'ont fait. Ils agissent de telle façon, et nous réagissons, nous nous défendons, et nous essayons de nous adapter afin de s'assurer que ces stratagèmes et ces tactiques ne soient pas appliquées. Ousmane Sonko est dans une position où il peut surtout ne pas s'adresser au peuple sénégalais, il ne peut pas préparer lui-même sa peut-être probable élection, que ce soit par lui-même ou par un tiers, puisque ce sera finalement ce qui interviendra si jamais on l'empêche de se présenter directement. Le peuple sénégalais choisira quelqu'un qui agira en son nom jusqu'à ce que justement se règle cette situation. En toutes circonstances, je pense que c'est au détriment de l'ensemble du peuple sénégalais. Maintenant, vous étiez à Dakar, certainement vous avez rencontré des concitoyens. Quel est le mot qui revenait le plus quand ils vous rencontraient? J'ai pleuré d'émotion. J'ai pleuré d'émotion de nombreuses reprises, et c'est la seule fois d'ailleurs que j'ai pleuré. Quand ils m'ont témoigné de leur estime et de leur soutien, quand un des co-détenus m'a dit qu'il avait pleuré pendant la conférence de presse que nous avions donnée à Dakar, et que de façon générale on m'a dit que cela leur avait redonné de l'espoir, du courage et de l'envie de se battre. J'ai, y compris dans les fourgons qui me trimbalaient d'un lieu à l'autre, vu des visages qui se rapprochaient du mien, qui m'envoyaient des signes, et j'ai vu en sortant de la prison de Dakar, lors d'une de mes extractions, la prison rugir de soutien. Et c'est donc le point levé que je suis sorti accompagné de leurs cris, qui sont des cris d'espérance, parce que ce sont des personnes que l'on prive de leur droit à la parole, à la représentation, et qui ont trouvé en moi un allié, une personne qui permette ponctuellement de pallier aux impossibilités qui sont faites à leurs représentants de défendre leurs paroles. Aujourd'hui, c'est moi. Si ma détention s'était poursuivie,
cela aurait été quelqu'un d'autre. Et dans cette course de relais que nous maintiendrons, eh bien tout simplement la liberté et la souveraineté. Pensez-vous que... Attends, pardon, il y a quelqu'un qui n'a pas posé de question pour l'instant. Maître, bonjour. J'aimerais poser une question qui est prête. J'aimerais poser une question qui pourrait faire espérer les peuples sénégalais. J'aimerais de votre bouche une réponse sincère, concise et précise. J'aimerais savoir, Maître, comment vous avez laissé ce peuple debout ou se coucher? C'est ça ma question.